Je m'appelle Paige Harry. Lors de la fête de fiançailles de mon frère à Bar Harbor, il m'a regardé droit dans les yeux, a esquissé un sourire narquois et a pointé vers les poubelles derrière le patio. Ta place est là-bas, devant 120 invités en smoking et robe de soirée. Mes parents ont été les premiers à éclater de rire. Maman a serré son collier de perles et a ajouté, exactement, c'est là que le bulldog aime s'asseoir de toute façon. Je sentais les regards me transpercer comme des aiguilles. Le quatuor à cordes continuait de jouer, le champagne de couler, et personne n'est intervenu. Je n'ai ni crié ni pleuré, j'ai simplement resserré ma prise sur la petite boîte cadeau dans ma main, me suis retourné et suis parti en silence, passant devant le stand du voiturier. 30 minutes plus tard, le cri déchirant de mon frère a traversé tout le domaine, un hurlement brut et désespéré qui a fait fuir les mouettes. Ce qui s'est passé pendant ces 30 minutes a détruit tout ce qu'il pensait posséder. Si vous avez déjà eu l'impression de ne pas avoir votre place dans votre propre famille, abonnez-vous, car cette histoire touche autrement. Croyez-moi, vous voudrez entendre la fin. Les grilles de fer se sont refermées derrière moi et le brouillard a avalé la dernière lueur du domaine. J'ai entrouvert la fenêtre pour laisser l'air salé me gifler le visage. La route 3 s'étirait devant moi, sombre et déserte, mes phares peinant à fendre l'épais brouillard du Maine. La radio est restée éteinte, je voulais le silence, mais le silence ramène toujours à la surface ce qu'on croit avoir enfoui. Les souvenirs ont recommencé au moment où le gravier est devenu asphalte. Portland, notre vieille maison sur la colline. Dylan avait toujours les jouets neufs en premier. À 16 ans, il avait déjà détruit 2 Jeeps flambant neufs en 6 mois. Papa signait les chèques, lui donnait une 3e clé et répétait « Les garçons restent des garçons ». Moi, à 18 ans, je faisais des doubles shifts au Lobster Pound pour me payer une Civic cabossée de 2008 au siège en cuir craquelé. Papa l'a regardé une fois et a haussé les épaules, « Tu es responsable, Paige. Tu n'as pas besoin que je te tienne la main. » Maman a approuvé comme si cela réglait tout. Les bulletins scolaires? Une blague. Je ramenais des à chaque semestre, j'ai obtenu une bourse complète pour l'UNC Charlotte. Dylan avait à peine décroché son diplôme du lycée, et maman a tout de même fait agrandir son portrait senior au-dessus de la cheminée comme s'il avait gagné un Nobel. Le mien est resté plié dans son enveloppe. Papa disait toujours, Dylan est doué avec les gens. Ça vaut plus que les notes. Traduction, mon frère pouvait charmer n'importe qui, et il le laissait faire. Être l'enfant facile voulait dire qu'on ne remarquait pas quand je disparaissais des semaines entières. Être l'enfant difficile signifiait attention, cadeau et seconde chance. J'ai vite appris quel rôle maintenait la paix. Le moment qui a tout brisé en moi est arrivé il y a 4 ans, le Thanksgiving où j'ai failli ne pas rentrer. Dylan faisait la fête à Miami avec des amis, vivant de l'argent que papa lui virait chaque mois en attendant qu'il trouve sa voie. Maman m'avait supplié de monter pour le week-end. Après le dîner, elle m'a demandé de l'aider à trier le placard du bureau. Elle s'est éclipsée pour prendre un appel d'une de ces dames de charité, et j'ai trouvé un classeur bleu au fond de l'étagère du bas. L'étiquette, écrite de la main parfaite de maman, disait « Fonds universitaires ». Je l'ai ouvert. 2 relevés de plan 529. Le compte de Dylan affichait 83 412 $, avec des contributions régulières à chaque anniversaire et Noël. Le second relevé aurait dû être le mien. Il n'y en avait pas. Aucune ligne, aucun montant, juste un post-it jaune collé sur les documents de Dylan, écrit en cursive, pour le brillant avenir de mon bébé cœur noir. Je me suis tenu là, dans la lumière tamisée, avec la preuve qu'il n'avait jamais eu l'intention de m'aider. Chaque shift supplémentaire, chaque repas sauté, chaque fois où je me suis convaincu que je m'en sortais seul. Ils avaient déjà décidé que je n'avais besoin de rien. J'étais celle qui n'allait pas demander, celle qui se débrouillerait, celle qui ne comptait pas assez pour avoir un dossier. J'ai refermé le classeur, je l'ai remis exactement où je l'avais trouvé et j'ai fini de charger le lave-vaisselle. Quand maman est revenue, elle m'a souri et m'a touché le bras, « Merci d'être si serviable, ma chérie. Tu as toujours été la plus facile. » J'ai souri aussi, lui ai dit que j'avais un vol tôt, et je suis parti avant le dessert. Ce soir-là, sur la route du Sud, je me suis arrêté de pleurer. Quelque chose de plus froid a pris la place. Le brouillard s'est dissipé en franchissant le pont quittant Mount Desert Island, et la route s'est redressée. J'ai appuyé un peu plus sur l'accélérateur. La petite boîte cadeau sur le siège passager a glissé avec le virage plus lourd qu'elle n'aurait dû l'être. À l'intérieur, il n'y avait pas le cadre en cristal gravé qu'ils attendaient, mais quelque chose qu'ils ne verraient jamais venir.
Mon téléphone a vibré à minuit 47, exactement 3 semaines avant la fête. J'étais à Charlotte pour une conférence sur les risques, affalé dans un Marriott qui sentait le chlore et le café brûlé. Le nom de Ryan s'est affiché. J'ai décroché à la 3e sonnerie. Tu es réveillé? Sa voix était basse, tendue. On doit se voir demain matin. Pas de retard. Ryan Caldwell avait été mon seul vrai concurrent en statistique 3120 en première année. Il m'avait battu d'un demi-point et m'avait tout de même envoyé la feuille de réponse la veille. Aujourd'hui, il était expert comptable judiciaire à Atlanta, celui qu'on appelle quand les transferts ne s'alignent pas. Je l'ai retrouvé à 7h15 dans un dîner de North Davison. Il était déjà là, capuche relevée, 2 grands cafés fumants, ordinateur ouvert comme un bouclier. Ses cernes disaient qu'il n'avait pas dormi. Il m'a tourné son MacBook sans même dire bonjour, relevé bancaire, document de trust, contrat d'achat d'un domaine à 8 millions à Bar Harbor. L'acheteur, le Wentworth Family Trust. Le nom de Brooke en haut. Sauf que les signatures étaient fausses, les boucles du B, trop rondes, les barres des T, trop appuyées. Ryan avait récupéré sa vraie signature d'un document caritatif public et les avait comparées, le jour et la nuit. Puis j'ai vu la ligne du cofiduciaire, Dylan Mitchell Harry. Ryan a tapoté le trackpad. Ton frère a convaincu sa fiancée de déposer un acompte non remboursable de 8 millions sur cette propriété. Le virement est parti du compte privé des Wentworth il y a 12 jours. Même IP que le téléphone de Dylan. Même cadence de frappe sur les instructions. Même signature numérique collée sur 6 documents. Il a zoomé sur les confirmations de virement, 8 transferts d'1 million, chacun dans une fenêtre de 90 minutes, tous dirigés vers une LLC écran du Delaware créée le mois dernier. Il prévoit de revendre la propriété juste après le mariage ou de s'envoler avec l'argent une fois que le trust sera débloqué, a murmuré Ryan. Dans tous les cas, c'est du wire fraud, banque fraude, et probablement de l'usurpation aggravée d'identité. 10 à 20 ans s'ils veulent faire un exemple. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les chiffres cessent d'avoir un sens. 8 millions, plus que ce que je gagnerais en 25 ans du travail qui me tue déjà. Ryan a sorti une clé USB noire mat et l'a glissée vers moi, copie propre. Fichier brut, métadonnées, registres notariaux. Tout. Je l'ai prise, encore tiède de sa poche. Pourquoi moi? Il s'est penché, parce que tu es de la famille, et qu'il ne se doutera jamais que tu le brûleras. Brooke ne sait rien encore. Sa mère contrôle la moitié de l'immobilier commercial au sud de DC. Evelyn Wentworth le détruira dès qu'elle verra des preuves qu'elle ne peut pas maquiller. Mais ça doit venir de quelqu'un qu'elle ne soupçonnera pas. J'ai glissé la clé dans la poche secrète de mon sac, juste à côté de l'invitation crème de la fête. Fais très attention, a dit Ryan. Si Dylan apprend que tu as ça, il n'apprendra pas, ai-je coupé, la voix plate. Il pense encore que je suis la sœur qui se tait et nettoie ses dégâts. Ryan a ri, épuisé, alors utilise-le contre lui. On a payé, il m'a serré fort une seconde, puis s'est fondu dans la foule. Je suis resté sur le trottoir, sentant la clé contre ma cuisse comme une balle chaude. Pendant 3 semaines, je n'ai pas appelé maman, ni envoyé de message à Dylan. J'ai travaillé, assisté à des réunions, souri aux clients, gardant la clé dans la même poche. J'ai même commandé le cadeau un lourd cadre en cristal de chez Tiffany et l'ai emballé moi-même. L'invitation comptait les jours sur mon comptoir. Le ciel de Bar Harbor était déjà indigo quand j'ai quitté la route 3 et suivi l'allée privée vers le domaine sur Franchement Bay. Du jazz doux se mêlait au vent salé venu de l'eau. 3 hélicoptères étaient posés sur la pelouse impeccable, tels des libellules géantes. Leur numéro m'était familier, Boston, Manhattan. Des voituriers en veste blanche couraient entre des G-wagons noirs mat, des Porsche 911 vintage et quelques Tesla silencieuses. Tout respirait la richesse générationnelle qui prétend ne pas avoir à faire d'efforts. Je descendis de mon accord âgé de 5 ans et remis les clés à un étudiant qui semblait à peine assez âgé pour conduire. Il jeta un coup d'œil à ma voiture avec une brève confusion avant d'afficher un sourire professionnel et de m'indiquer l'arche de pierre illuminée par des lanternes. À l'intérieur de la cour, la fête battait déjà son plein. De longues tables recouvertes de soie brute et débordantes de pivoine blanche bordaient la terrasse, tandis que des serveurs en nœuds papillons circulaient avec des plateaux d'argent de prosecco glacé et d'huîtres fraîches. Le quatuor à cordes jouait quelque chose de lent et d'onéreux. Je repérais des sénateurs, des magnats de l'immobilier et au moins 2 personnes qui avaient figuré en couverture de New England Living. Aucun d'eux ne tourna la tête vers moi.
Une femme en blazer marine tenant une tablette trouva mon nom presque aussitôt, son sourire se figea une demi-seconde lorsque l'écran se chargea. « Paix Jacqueline, dit-elle avec une hésitation. Par ici. Elle me guida au-delà de la terrasse principale, des tables scintillant de bougies et de cristal, et de la sculpture de glace taillée en un gigantesque débé entrelacé. Nous continuâmes jusqu'à ce que la musique ne soit plus qu'un bourdonnement lointain et que l'odeur du filet mignon grillé laisse place à l'herbe humide et à une légère senteur de déchets. Elle s'arrêta devant une table pliante en plastique blanc, seule, coincée contre la clôture arrière entre deux bennes industrielles et une niche en cèdre où un bulldog anglais à l'air blasé somnolait. Une chaise métallique, pas de nappe, pas de fleurs, pas de carton nominatif, seulement une feuille plastifiée, de travers, portant la mention « place supplémentaire ». Le plan dit que c'est votre place, murmura-t-elle, déjà en train de reculer, comme si elle craignait que je lui en tienne rigueur. Je suis vraiment désolé. Je posai ma pochette et observai la vue, un angle direct sur la grande salle, à travers les portes-fenêtres ouvertes, où tous riaient sous les lustreaux de 3 étages en levant des verres qui coûtaient sûrement plus cher que mon loyer. J'étais encore là, à absorber le tout, lorsque Dylan apparut dans l'embrasure, Brooke à son bras, tous deux illuminés comme s'ils sortaient d'un magazine. Velours marine, soie champagne, sourires éclatants comme des phares. Il me repéra aussitôt, son sourire s'étira, lent et cruel. Il se pencha juste assez pour que les tables proches entendent et pointa droit vers les bennes derrière moi. « Ta place est juste là », lança-t-il d'une voix qui portait parfaitement au-dessus du quatuor. Parfait pour les errants. Un roulement de rire balaya la terrasse. Des téléphones se levèrent. Quelqu'un siffla. Maman et papa se tenaient juste derrière lui, coupe de champagne en main. Les perles de maman scintillèrent lorsqu'elle renversa la tête en arrière, riant plus fort que quiconque. Le visage de papa devint rouge à force d'essayer de se retenir avant d'abandonner. Oui, c'est exactement là que le bulldog adore s'asseoir. Le bulldog aboya une fois, comme pour approuver. Brooke tira la manche de Dylan, sourire crispé, lui chuchotant quelque chose, mais il l'ignora, campé sur ses talons, attendant ma réaction comme un gamin qui vient d'allumer un pétard. Mon cœur frappa si fort que je le sentis dans ma gorge. La chaleur monta derrière mes yeux, mais je raidis chaque muscle et les fixai tous les 3. Pas un mot, pas un tressaillement, juste 5 secondes de silence jusqu'à ce que le rire s'étrangle. Le rictus de Dylan vacilla. La main de maman vola à ses perles. Papa contempla ses chaussures. Je ramassai ma pochette, lissai le devant de ma robe et quittai l'allée de gravier vers les voituriers. Mes talons crissaient, réguliers. Le jazz continuait. Les verres tintaient. Personne n'appela mon nom. Personne ne me suivit. Je ne me retournai pas. Je déposai le cadeau sur une console en verre dans le coin le plus sombre du hall, où le jazz de la salle de bal glissait encore en vagues douces. La table des cadeaux était une montagne de rubans blancs, dorés et champagne. Une douzaine de boîtes, certaines si parfaitement emballées qu'on aurait dit des vitrines, d'autres ornées de monogrammes peints à la main ou de seaux de cire. Un bol en cristal débordait de cartes. Une pancarte discrète indiquait « Cadeau pour Dylan et Brooke. Merci de partager notre joie ». 2 cousines adolescentes en robe pastel prenaient des photos, tournant le dos, masquant la caméra de sécurité pointée vers le plafond. Personne dans un rayon de 6 mètres. Je balayai les piles du regard et repérai la plus grande boîte, papier ivoire épais, large nœud satiné couleur crème, étiquette argentée, avec nos plus chaleureuses félicitations, M et Madame Reginald Harrington. Boston. Au poids et à la forme, cela ne pouvait être que le service de carafe en cristal Tiffany édition limitée à $12 000. Parfait. Impossible à manquer. Je me glissai entre les cousines, souris comme si j'avais été chargé d'une mission, et soulevai le couvercle de 8 cm. Le papier de soie crissa. Je sortis de ma pochette la clé USB noire mat suspendue à sa fine chaîne d'argent et la laissai tomber au centre rembourré, suivie d'une carte blanche, simple, mon écriture nette et impossible à tracer, la vérité sur l'acquisition du domaine de Franchement Bay. Comparez les signatures de Brooke à partir de la page 47. Les horodatage des virements tchés sont dans le dernier fichier. Je refermai le couvercle, remis le nœud en place et poussai la boîte de 6 cm pour qu'elle soit exactement au centre sous le projecteur. Le satin capta la lumière comme s'il n'attendait que cet instant. Les cousines ne se retournèrent jamais. Je repartis par le même couloir de service, la cuisine grondante, les casseroles qui crépitaient, la machine à glace qui vrombissait comme un réacteur, puis la porte latérale, le gravier, le voiturier. Le même étudiant accourut,
sourcils levés. Déjà de retour, mademoiselle? Changement de programme, répondis-je en lui glissant un billet. Il n'argumenta pas. Mon accord arriva en 45 secondes. Je m'installai derrière le volant, abaissai les vitres et m'éloignai de la lumière du domaine. Le vent atlantique s'engouffra, salé, froid, fouettant mes cheveux. Le trajet jusqu'au pont de Trenton dura 11 minutes. Je roulais à la limite, scrutant le rétroviseur toutes les quelques secondes. Aucune voiture derrière. Mon téléphone resta noir. Rien. À mi-chemin du pont, la baie s'étendait noire et sans fin, la lune traçant un chemin d'argent en plein centre. Je posai ma main gauche sur le volant et ma droite sur le siège passager vide où avait reposé le vrai cadeau quelques instants plus tôt. Mon cœur battait lentement, presque paresseux. La rage logée sous mes côtes depuis des années semblait soudain légère, comme si je l'avais enfin remise à quelqu'un de plus fort que moi. Un calme étrange et presque irréel prit sa place. Je pensais à mon appartement à Charlotte, 3e étage sans ascenseur, carrelage fissuré, minuscule balcon où je buvais mon café devant la skyline que mes heures sup avaient payé. Je pensais au mail non lu des RH m'offrant le poste d'analyste senior et le salaire à 6 chiffres qui me permettrait de ne plus compter chaque dollar. Je pensais au dimanche matin sans obligation, sans reproche, sans personne pour me demander pourquoi je n'étais pas plus reconnaissante pour des miettes. Le vent hurlait dans les vitres ouvertes, couvrant tout. Je l'avalais jusqu'à en avoir les poumons glacés. Lorsque j'atteignis le rivage, les lumières du domaine n'étaient plus qu'une tache derrière les arbres. Je tournai vers le sud, sur la route 1, appuyai davantage et regardai le brouillard se refermer derrière moi, dense et définitif. Pour la première fois en 29 ans, je me sentais entièrement, parfaitement libre. 31 minutes après que mes feux arrière se furent dissous dans le brouillard, la grande salle baignait toujours dans le champagne et l'autosatisfaction. Le quatuor glissait sur une reprise vaporeuse de Atlas, la lumière des chandelles dansait sur les verres, et le photographe contournait sans cesse la table d'honneur, quémandant une photo parfaite du couple rayonnant. Dylan avait un bras autour des épaules nues de Brooke et riait à une remarque d'un investisseur comme s'il possédait déjà la moitié de la côte. Maman et papa, installés à la table familiale, souriaient si fort qu'on aurait dit qu'ils avaient attrapé un coup de soleil de fierté. Evelyn Wentworth se leva avec la majesté d'une reine, sa robe bleu nuit attrapant chaque éclat de lustre. Elle tapa 2 fois sur le micro avec un diamant gros comme une myrtille. Avant de laisser ses 2 là couper le gâteau et ouvrir le bal, dit-elle d'une voix chaleureuse et théâtrale, les Wentworth ont une petite tradition, nous ouvrons ensemble le cadeau le plus somptueux, ici, pour que tout le monde puisse partager le moment. Une vague d'applaudissements ravis déferla dans la salle. Les téléphones se levèrent. Le photographe se précipita presque en courant vers la table des cadeaux. Evelyn s'y glissa, perchée sur des talons de 10 cm qui ne vacillaient jamais, ses yeux balayant la montagne de boîtes jusqu'à s'arrêter sur la plus grande, papier ivoire épais, nœud de satin crème plus large qu'une assiette, étiquette argentée calligraphiée scintillant sous les lumières. Avec toute notre affection, M. et Madame Reginald Harrington 4, Boston. Reggie a toujours su faire son entrée, déclara Evelyn, et la salle éclata de rire comme sur commande. Un employé en smoking attendait déjà avec le MacBook Air relié à l'écran de 85 pouces qui dominait le mur du fond. D'un geste théâtral, Evelyn tira sur le nœud, souleva le couvercle et plongea la main à l'intérieur. Ses doigts se refermèrent sur une petite clé USB noire, posée seule dans un nuage de papier de soie blanc. Pendant une demi-seconde, son sourire resta figé, puis glissa juste assez pour que le premier rang s'en aperçoive. « Eh bien, dit-elle en se reprenant avec un petit rire, brandissant la clé entre 2 ongles écarlates, voilà l'amour moderne, j'imagine. Probablement un magnifique montage vidéo des Harrington. Chérie, branche-la. Regardons tous ensemble. » L'écran s'illumina d'un blanc aveuglant. Un seul dossier apparut, centré, en caractères gras, ouvrir en premier. Toutes les têtes se tournèrent vers l'écran. Le premier clic fit apparaître l'accord d'achat du domaine à 8 millions de dollars sur Franchement Bay. La signature numérique de Brooke brillait en bas de la première page dans un bleu impeccable. Le sourire d'Evelyn vacilla de nouveau. Le fichier défila automatiquement jusqu'à la page 47. Des cercles rouges éclataient autour de chaque boucle falsifiée, chaque barre trop lourde. Une deuxième fenêtre s'ouvrit à côté, la signature authentique de Brooke, signée lors du gala de la Wentworth Foundation en mars dernier, superposée pour une comparaison accablante. Une femme à la table 3 lâcha carrément sa fourchette, le fracas résonnant comme un coup de feu. La main manucurée d'Evelyn se figea sur le trackpad.
Le quatuor de jazz joua encore 3 secondes, inconscient, avant que le violoniste ne remarque la scène et ne laisse son archet grincer dans un silence glacé. Fichier suivant, relevé de compte privé de Chess. 8 virements à 7 chiffres, horodatés dans le coin, tous initiés depuis l'adresse IP enregistrée au téléphone de Dylan Mitchell à Criman. Destination finale, un compte aux îles Caïmans ouvert il y a 41 jours au nom de Dylan uniquement. Evelyn attrapa son téléphone, son pouce filant sur l'application bancaire. Ses yeux s'ouvrirent démesurément, blanc visible tout autour. Il n'y a plus rien, dit-elle, la voix brisée dans le micro. Les 8 millions versés en acompte. Non remboursables. Disparu. Les mots explosèrent. Brooke se tourna vers Dylan, sa robe de soie soudain de taille trop grande. Dylan, dis-moi que ce n'est pas réel. Il bondit si vite que sa chaise bascula avec fracas. C'est faux. On m'a piraté. Éteignez ça tout de suite. Il se jeta vers l'ordinateur. Evelyn lui claqua le poignet d'un geste si sec que le bruit claqua dans les enceintes, et sa main se retira comme brûlée. Le dernier fichier s'ouvrit tout seul, un enregistrement silencieux de 30 secondes, capté 2 nuits plus tôt, l'écran du téléphone de Dylan parfaitement reflété, le curseur cliquant sur « Confirmer ». Transféré, 8 fois. La salle éclata en une marée de chuchotements. Des colliers de perles se crispèrent, des téléphones filmèrent la grande table. L'épouse d'un sénateur se leva pour mieux voir. Evelyn Wentworth se redressa de toute sa hauteur, revint au micro et la température de la salle chuta de 20 degrés. Mesdames et messieurs, la célébration prend fin immédiatement. Sécurité, faites sortir monsieur à Criman. Et que quelqu'un me passe mes avocats immédiatement. Les fiançailles sont rompues à l'instant. 2 officiers hors service en smoking surgirent et saisirent Dylan par les bras. Les larmes de Brooke tombèrent en silence parfait. La flûte de champagne de sa mère glissa de ses doigts et se brisa sur le parquet. Son père fixait l'écran comme si son univers venait d'être effacé. Le seul son restant était le vent qui secouait les portes françaises et le clic doux et impitoyable d'Evelyn fermant chaque compte, chaque porte, chaque avenir que Dylan croyait posséder. Il se libéra de la poigne des officiers et tomba à genoux devant Evelyn, son pantalon de smoking raclant le sol. « Madame Wentworth, je vous en supplie, dit-il, la voix brisée comme celle d'un adolescent. C'est un malentendu. Je le jure sur ma vie. J'aime Brooke. Je ne lui ferai jamais de mal. On m'a piégé. Écoutez-moi, je vous en prie. » Evelyn le regarda comme on regarde un chien sur un trottoir mouillé. Elle ne bougea pas d'un millimètre. Brooke, figée à côté de la grande table, tremblait dans sa soie couleur champagne, ses larmes traçant des rivières noires sur son maquillage. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit encore. Maman. Le mot était minuscule, celui qu'elle avait dû utiliser à 5 ans. Evelyn porta son téléphone à son oreille sans quitter Dylan des yeux. Charles, c'est Evelyn. Fais préparer le jet et réunis toute l'équipe juridique à Bar Harbor ce soir. Je veux chaque compte gelé, chaque carte annulée et un audit complet avant l'aube. Elle baissa le téléphone juste assez longtemps pour regarder sa fille. Brooke, ta Black AMX, la Platinum, la Centurion, toutes. Fini. Dès que je raccroche. L'allocation trimestrielle 250 000 par an finie. La distribution du trust prévue pour ton 26e anniversaire le mois prochain finie. Tu recevras uniquement une allocation pour le loyer et la nourriture jusqu'à ce que ce chaos soit réglé. Les jambes de Brooke cédèrent. Une demoiselle d'honneur la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Evelyn revint au micro, la voix froide, parfaitement posée. Les fiançailles sont rompues. L'acompte de 8 millions sur le domaine est non remboursable selon la loi du Maine, et je poursuivrai toutes les voies légales pour le récupérer auprès de monsieur à Criman personnellement. Sécurité, éloignez-le de ma vue. Les officiers soulevèrent Dylan par les aisselles. Il se tordit, essayant d'atteindre Brooke. Bébé, dis-leur. Dis-leur que je t'aime. Elle ne fit que sangloter davantage, le visage enfoui dans ses mains. À la table familiale, la mère restait raide, ses perles serrées si fort que ses articulations blanchissaient. Le père, livide, ne disait rien pour défendre son fils prodige, chose inédite en 26 ans. Ses yeux ne cessaient de glisser vers la sortie, calculant sans doute la vitesse à laquelle il pouvait disparaître avant qu'on ne l'interroge. Les invités se dispersaient déjà, sacs attrapés, vestes récupérées, talons claquant vers les portes dans une fuite paniquée de soie et de peur.
L'épouse du sénateur murmura assez fort pour être entendue, la fraude bancaire, c'est 20 ans. Quelqu'un d'autre souffla, contrat prénuptial, en riant sans humour. Dylan se débattait tandis qu'on le traînait devant la flûte brisée et le gâteau ruiné que personne n'avait coupé. Maman, papa, faites quelque chose, cria-t-il. Les lèvres de sa mère s'entr'ouvrirent puis se refermèrent. Son père fixait la nappe comme si elle pouvait le sauver. Un gestionnaire de fonds près de la porte était déjà au téléphone, oui, retire tout de l'Agreement Family Office. Tout. Maintenant. Le quatuor avait disparu. Le photographe restait figé, son appareil pendant, inutile. Le personnel hésitait dans les coins, ne sachant pas s'il fallait ranger ou fuir. Evelyn baissa le micro, se tourna vers Brooke et parla si doucement seules les premières tables entendirent, « Tu rentres à la maison ce soir. On réparera ta réputation, mais tu ne prononceras plus jamais son nom. » Brooke hocha la tête, son mascara formant des flaques sombres sous ses yeux. La voix de Dylan résonna une dernière fois depuis le vestibule tandis que les officiers le tiraient dans la nuit, « Je peux expliquer, s'il vous plaît. » Les lourdes portes d'entrée se refermèrent derrière lui. La salle retomba dans un silence total, hormis la respiration brisée de Brooke et le son lointain des rotors d'un hélicoptère démarrant sur la pelouse. Sa mère leva enfin les yeux, cherchant quelqu'un, n'importe qui, pour lui dire que tout cela n'était pas réel. Son père fixait son verre vide. J'éteignis l'ancien téléphone exactement à 7 heures du matin, un lundi, une semaine après la fête de fiançailles, et le déposai dans le tiroir supérieur du bureau de mon nouvel appartement. L'écran s'éteignit pour de bon. Maman, papa, Dylan, bloqués sur toutes les plateformes, tous les numéros, tous les emails. Leur nom n'existait plus dans mon monde. Le nouvel appartement, au 12e étage, donnait sur la rivière Catawba, à Uptown Charlotte. Fenêtre du sol au plafond, parquet flambant neuf, îlot de cuisine enfin assez grand pour cuisiner. J'avais signé le bail samedi matin, après avoir reçu l'offre vendredi soir, analyste médico-légal senior. 182 000 de base, prime de signature, déménagement intégralement couvert. Le chasseur de tête m'avait dit que le client adorait ma précision tranquille sous pression. J'ai souri en lisant cette ligne. J'ai passé le week-end à emballer l'ancien appartement en 6 heures, et à déballer le nouveau en 4. Les livres sur les étagères, la cafetière sur le comptoir. Une photo encadrée de la skyline de Charlotte au coucher du soleil. Rien de Portland, rien avec des visages familiaux. Le dimanche soir, je suis monté sur la terrasse du toit et j'ai regardé les lumières de la ville onduler sur l'eau. Aucune notification, aucun appel manqué, aucun message paniqué que je ne lirai jamais. Pour la première fois en 29 ans, le silence absolu ressemblait à de la liberté plutôt qu'à une punition. Le lundi matin, j'ai allumé le nouveau téléphone, nouveau numéro, nouvelle vie. Le premier email venait des ressources humaines, dossier d'accueil, formulaire de virement, premier jour lundi prochain. Le second venait de Ryan Caldwell, j'ai entendu dire que tu avais accepté le poste. Fier de toi. Une bière quand tu seras installé. J'ai répondu par un simple emoji pouce levé et j'ai envoyé. J'ai préparé du café dans la nouvelle machine, je l'ai emporté sur le balcon et je me suis appuyé contre la rambarde. Le fleuve glissait 12 étages plus bas, calme et indifférent. J'ai pensé au domaine de Bar Harbor, aux poubelles, à la table en plastique, à la façon dont mes parents avaient ri. J'ai pensé à la clé USB et aux 8 millions de dollars, et à la voix de Dylan qui s'était brisée quand les portes s'étaient refermées derrière lui. Rien de tout cela ne m'atteignait ici. J'avais passé des années à être la facile, la discrète, celle qui ne demandait jamais rien. Il s'avère que c'était la meilleure préparation possible. Parfois, le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, partir n'est pas abandonner. Parfois, la plus grande vengeance consiste à construire une vie si belle qu'ils ne pourront jamais y toucher. J'ai fini mon café, rincé la tasse et l'ai posé à l'envers sur l'égouttoir, comme j'aime. La ville s'éveillait en dessous de moi. Ma ville, désormais.